Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire sur la commercialisation en BRS du 42 avenue Jean Jaurès dans le 19e arrondissement. Donc je suis Sophie Lecoq, la directrice de la foncière de la ville de Paris et je suis accompagnée aujourd'hui de Laetitia Pierry. Tu peux faire un coucou. Qui est donc notre responsable des opérations et qui vous présentera dans le détail l'opération de l'avenue Jean Jaurès, et de Sidonie Coppel, mon adjointe, qui notera vos questions pour qu'on y réponde en fin de présentation. Donc pendant cette présentation, vous pouvez poser des questions dans le chat. Nous n'y répondrons pas immédiatement, mais donc en fin de présentation et à l'oral. Mais donc n'hésitez pas pendant toute la présentation à écrire vos questions que Sidonie notera soigneusement. Par ailleurs, sachez que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez donc le visionner en replay sur notre chaîne YouTube. Et par ailleurs, sachez aussi que, si on ne peut pas répondre à toutes vos questions, lorsque vous êtes sur notre plateforme de candidature en ligne, nous avons également un service de messagerie avec des conseillers qui sont là aussi pour répondre à toutes vos questions. Voilà pour le petit préambule. Si on en vient maintenant à quelques mots rapides sur le bail réel solidaire, quelques rappels quand même sur le dispositif avant d'en venir, à l'adresse, concrètement. Donc le bail réel solidaire, donc c'est un dispositif qui est national et qui a été créé par la loi Allure en 2014 et puis par ces décrets d'application, pardon, qui ont été pris en 2016. C'est un dispositif qui est mis en œuvre, par des organismes de foncier solidaire. C'est les seuls qui peuvent, donc développer le bail réel solidaire, et ces organismes sont agréés par l'État. L'organisme de foncier solidaire de la ville de Paris, c'est la foncière de la ville de Paris, donc on représente aujourd'hui, et nous, on a été créé donc fin 2019 et agréé par l'État début 2020, et on a été créé sous la forme d'un groupement d'intérêt public, pardon, qui associe donc la ville de Paris et également les 3 bailleurs sociaux parisiens, donc que sont Paris Habitat, la RIVP et Elogition. Le bail réel solidaire connaît donc un fort développement à Paris, mais aussi, en France, plus globalement, donc porté par 150 organismes de foncier solidaire différents qui se sont créés localement, à l'initiative souvent des collectivités territoriales. Il y a actuellement plus de 20 000 donc BRS qui sont en développement en France, donc 48 départements différents que vous pouvez voir sur cette petite carte. Donc comme vous le constaterez, c'est essentiellement donc dans ce qu'on appelle les zones tendues en France, donc les zones avec une forte tension sur le marché de l'immobilier, qui fait que beaucoup de ménages ne peuvent plus accéder dans le logement libre, d'où le développement du bail réel solidaire. Pardon. Voilà, sur les opérations à Paris de la foncière de la ville de Paris, on a 29 opérations en cours que vous pouvez voir, hein, dans différents arrondissements de Paris. C'est la carte que vous avez sous les yeux. Et on en a qui sont surtout actuellement en cours de commercialisation. Donc en tout, on a 1000 logements, en cours, mais on a, 250 logements en cours de commercialisation. Donc évidemment l'avenue Jean Jaurès qui fait, l'objet de notre webinaire de ce jour, mais également 4 opérations qui sont en cours de commercialisation dans le 18e arrondissement, au 100 boulevard Ney, dans la zone Hébert, qui est une zone d'aménagement proche du métro Max Dormois et du marché de l'Olive, et aussi près deux autres immeubles sur le bord du parc Chapelle-Charbon, donc qui est situé dans le nord du 18e arrondissement. On a également deux autres opérations en commercialisation dans le 20e arrondissement, dans la zone d'aménagement Piton du Vernois, qui est un peu au sud de la porte de Bagnolet. Nous avons 4 logements en commercialisation dans le 14e arrondissement, porte de Vanves. Donc si vous n'êtes pas retenu sur l'opération du 42 avenue Jean Jaurès qui rencontre un certain succès, il y a beaucoup d'autres opérations sur lesquelles vous pouvez également vous positionner. Sur le dispositif en lui-même, comment fonctionne le bail réel solidaire? Alors je dis tout de suite que je fais un bref rappel du dispositif aujourd'hui, mais que nous animons un webinaire la semaine prochaine, vraiment consacré au bail réel solidaire. Donc si vous voulez, plus de détails, poser plus de questions, ça sera possible, aussi, la semaine prochaine. Donc la façon dont ça fonctionne dans les grandes lignes, donc un organisme de foncier solidaire, en l'occurrence la foncière de la ville de Paris, donc fait l'acquisition soit d'un terrain à construire, soit d'un immeuble, à réhabiliter, et confie ensuite la maîtrise d'ouvrage de l'opération, donc à un opérateur. Donc par exemple sur le 42 avenue Jean Jaurès, c'est Paris Habitat qui réalise concrètement les travaux, sur l'immeuble.
Les logements, donc une fois qu'ils sont réalisés, sont, cédés à des ménages, à des personnes qui sont sous condition de ressources, hein. C'est bien le principe du bail réel solidaire, c'est ouvert à des ménages sous plafond de ressources, qui correspondent, globalement à la classe moyenne. Et ensuite, donc les ménages signent un bail. Ce bail, donc a une durée de 99 ans et pendant toute la et le donc les ménages achètent leur logement à un prix qui est, encadré, au niveau, national, donc c'est à des prix plafonds. Et donc ce qui est acheté, c'est le logement et en revanche, le sol reste propriété de l'organisme de foncier solidaire. Et donc les ménages payent une redevance pour l'occupation du sol pendant toute la durée donc du bail, donc en l'occurrence, 99 ans. Et par ailleurs, donc sont propriétaires comme des propriétaires classiques, payent les taxes, locales et les charges de copropriété. Ensuite, le logement peut être, revendu, à tout moment à un autre ménage sous plafond de ressources. Donc ça, c'est important, hein. L'idée, c'est vraiment que ces logements restent perpétuellement abordables. Donc vous achetez, vous êtes sous plafond de ressources, vous achetez un logement à un prix qui est plafonné. Le jour où vous revendez votre logement, à un prix qui est encadré, et à des ménages qui sont sous plafond de ressources. Le prix qui est encadré, c'est le prix auquel vous avez acheté votre logement indexé sur une valeur qui est, proche de l'inflation. Donc c'est, ce qu'on appelle une plus-value encadrée, c'est-à-dire qu'elle est pas nulle, mais elle est limitée, elle suit l'inflation. Et donc le logement est ainsi, perpétuellement, disponible pour, des personnes sous plafond de ressources, perpétuellement abordables. Et au moment où des nouveaux ménages, acquièrent ce logement, le bail repart pour 99 ans, donc c'est ce qu'on appelle le principe du bail rechargeable. Donc ça ne s'arrête en fait jamais. Ça se recharge, en permanence à chaque mutation. Donc c'est également le cas, par exemple, si, vos ayants droit héritent du logement, le bail repartira pour 99 ans. Pardon, je fais une petite interruption parce que je vois qu'il y a une main levée, vous pouvez pas poser des questions, à l'oral, mais, vous pouvez, bien écrire vos questions dans le chat. Et vous pouvez les écrire par écrit et on répondra à la fin de la présentation. Donc voici pour voilà, les grands principes. Donc là, ce que vous voyez, c'est un schéma qui résume ce que je viens de vous dire. Donc on a un organisme de foncier solidaire, en l'occurrence la foncière de la ville de Paris, qui est propriétaire du sol, qui porte le foncier. Vous, vous achetez votre logement, vous êtes propriétaire de votre logement sous la forme de ce bail réel solidaire, donc de très longue durée, donc de 99 ans, bail donc rechargeable, qui fait que le bien ne perd absolument jamais de sa valeur. Vous achetez donc à un prix qui est encadré. À Paris, on vend en moyenne à 5 000 € du mètre carré, hein, avec des prix bien sûr qui vont être différents d'une opération à l'autre et aussi différents d'un logement à l'autre en fonction des caractéristiques des logements. Et par ailleurs, vous vous acquittez d'une redevance foncière pour la location, si on peut dire, du sol, qui représente 2,65 € du mètre carré par mois. Et qui est ensuite indexé sur, l'indice de référence des loyers, donc qui est l'indice qui est applicable à tous les loyers, qu'ils soient privés, ou sociaux et qui est donc, qui progresse faiblement d'une année sur l'autre. Voilà. Alors comme je vous le disais, le bail réel solidaire, c'est un dispositif qui est, accessible, quand même sous conditions et la première de ces conditions, c'est des plafonds de ressources. Vous les voyez s'afficher à l'écran. Donc c'est des plafonds de ressources qui sont exprimés en RFR, c'est-à-dire en revenu fiscal de référence, donc c'est ce qui figure sur votre feuille d'imposition. Par ailleurs, et ça c'est vraiment légal, hein, donc on regarde le revenu fiscal de référence N-2, donc de 2 ans auparavant. Donc par exemple, si, on regarde votre dossier en 2026, si on étudie votre dossier en 2026, on fera sur la base de vos revenus donc 2024. Et en l'occurrence, c'est ce qui va se passer pour le 42 avenue Jean Jaurès. On vous demande d'avoir des revenus 2024 puisque la sélection des candidatures va se faire début 2026, donc ça portera bien sur vos revenus 2024. Hem, voilà, donc là, vous voyez, par exemple, pour, 2 personnes, le plafond de revenu, c'est 57 000, 555 €. Pour 3 personnes ou pour une personne seule avec, un enfant à charge, c'est 75 447 € et cetera. Donc là, vous voyez, en fait, c'est des plafonds qui vont varier en fonction de votre composition familiale. Tout ça est bien sûr accessible aussi, hein, sur notre site internet si vous n'avez pas le temps de tout noter. La deuxième condition d'éligibilité qui est très importante, c'est que le logement doit être occupé à titre de résidence principale. Il n'est pas possible de louer son logement.
Donc ça, c'est très important, mais c'est aussi un énorme avantage pour les futures copropriétés que vous allez occuper, puisque ce sera des copropriétés composées uniquement de copropriétaires occupants, et ce qui est un gage en général de bon fonctionnement et de bon entretien des immeubles. Donc ça, c'est voilà, c'est très important. Et enfin, troisième condition d'éligibilité, c'est que vous ne devez pas être propriétaire d'un bien, répondant déjà à vos besoins. Donc ça, je précise aussi, hein, tout ça, c'est des conditions légales de ce dispositif. Et donc l'idée, par exemple, si, vous êtes, 3 personnes et que vous voulez acheter un T3 en bail réel solidaire, si vous êtes déjà propriétaire d'un T3 à Paris, bah, vous pouvez pas accéder au bail réel solidaire, hein, puisque évidemment l'idée, c'est de permettre à des personnes qui ne peuvent pas accéder, dans le marché classique, de la propriété, d'accéder en bail réel solidaire. Ça, c'est assez cohérent. Voilà, on va en venir maintenant à la présentation concrètement de l'opération du 42, avenue Jean Jaurès et je passe, la parole à, ma collègue Laetitia Pierry. Bonjour à tous. Du coup, je vais essayer de vous présenter au mieux les éléments qui composent cette opération. Alors, l'opération, elle est située à quelques pas du canal de l'Ourcq, pardon, et des stations Jaurès, Bolivar, voilà, à 2 pas des buttes Chaumont. Donc, c'est vraiment une adresse qui donne sur l'avenue Jean Jaurès. Euh, c'est une opération particulière puisque c'est une opération, donc c'est une réhabilitation, donc elle est une opération qui est vraiment inscrite dans le tissu parisien et le bâtiment tel que vous pouvez le voir aujourd'hui va être complètement réhabilité. Donc c'est une réhabilitation lourde, ça veut dire que c'est assimilé à du neuf. Mais donc la volumétrie que vous voyez aujourd'hui va être revue, mais donne quand même un aperçu de enfin, voilà, de ce que ce sera en termes d'enveloppe. C'est une adresse voilà, très intéressante, comme on le disait, puisque on est à 2 pas du parc des Buttes-Chaumont, on est à 2 pas du canal de l'Ourcq et de toutes les activités et animations qui le composent aujourd'hui. On est entouré de rues très commerçantes, avenue Sécrétan, avenue tout autour, et de lieux culturels tels que les MK2, points éphémères, etc. Donc on est vraiment sur une adresse en cœur de Paris, en cœur du 19e. L'opération comprend 7 logements, également 2 commerces à rez-de-chaussée, donc un de chaque côté, là, comme vous pourrez le voir. C'est une opération donc, qui s'élève sur 5 étages. En termes de locaux communs, on le verra, donc on a bah voilà, les locaux classiques, donc vélos et ordures ménagères. Mais l'opération a aussi la particularité de proposer une pièce partagée OR+1 que je présenterai de façon plus détaillée après. Euh, L'opération est composée de 2 bâtiments. Donc celle qu'on voit sur rue, c'est celle qui comprendra tous les logements en bail réel solidaire. Donc c'est le bâtiment A. Et ensuite, en fond de cours, il y a un autre bâtiment qui comprendra des logements locatifs sociaux. Donc, c'est 6 logements. L'opération, donc le maître d'ouvrage, c'est Paris Habitat et l'architecte qui travaille ardemment sur ce projet est Nicolas Dili. Donc, comme je vous le disais, c'est une réhabilitation lourde. Et on aura du coup voilà, ces 2 bâtiments qui seront tous les deux réhabilités. Cette réhabilitation, du coup, fait qu'on garde la structure existante. Donc, c'est des pierres, des poteaux en pierre contre les mitoyens et avec des poteaux intermédiaires et des murs en pan de bois. Donc, ça veut dire qu'il y a des murs porteurs dans cette opération. Et en termes de façade, vu qu'on est sur une réhabilitation lourde, on a une sorte de mixité entre des éléments qui sont existants et qui vont être mieux isolés et des éléments neufs. C'est pourquoi, voilà, côté rue, on va avoir de la maçonnerie et une isolation biosourcée par l'intérieur. Donc, on va garder la maçonnerie existante, mais on va rajouter une isolation. On vient épaissir la façade existante du rez-de-chaussée au R+4. Et sur le dernier étage, c'est un mur neuf qui va être construit, donc un mur à ossature bois. Et ce sera le cas aussi donc de l'autre côté, côté cour. On a uniquement au rez-de-chaussée R+1, on va conserver l'existant, mais l'isoler aussi, mais par l'extérieur de ce côté-là.
Et en revanche, du R+2 du coup au R+5, ce sera aussi un mur neuf en ossature bois. Donc voilà, il y a ces deux éléments qui vont se conjuguer. En termes de revêtement, donc sur ces façades, ce sera de l'enduit à la chaux. Euh, et donc un matériau qualitatif, pérenne et respectueux de l'environnement. Et sur la toiture, on sera sur une toiture traditionnelle en zinc. Sur ce qui concerne le chauffage et l'eau chaude sanitaire, ce sera proposé avec une pompe à chaleur. Donc c'est un système aussi nouveau qui permet, voilà, respectueux de l'environnement, qui utilise une énergie naturelle pour chauffer. Pour les espaces communs, on a déjà vu. Et ensuite, sur les caractéristiques principales du logement, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est des menuiseries bois. Pour les occultants, côté rue, ce serait des volets pliants en bois qui seront peints. C'est pour ça que sur les images, je rétropédale. Voilà. On voit ce verre d'eau, mais c'est voilà, c'est du bois peint. Et c'est des stores qui sont prévus côté cour. Et ensuite, pour les revêtements de sol, donc c'est un linoléum naturel qui est aujourd'hui prévu, avec des coloris qui seront au choix des acquéreurs. Donc, on soumettra trois couleurs qui seront au choix. Donc voilà, comme vous pouvez voir, les ouvertures, etc., en fait, on reprend vraiment l'existant. Donc c'est vraiment la taille des fenêtres qu'on peut voir aujourd'hui dans la rue, mais bien sûr qui sont changées, rénovées, ainsi que les garde-corps. Également sur les façades du rez-de-chaussée, voilà, les vitrines, etc. C'est toutes des menuiseries neuves et qui seront réintégrées. La particularité voilà, de cette opération, quand même, c'est d'avoir une démarche un peu exemplaire en termes de réemploi. Donc, les éléments intéressants de l'architecture existante qui pourront être conservés le seront, mais ils seront rénovés et, euh, et voilà, remis à neuf. Donc notamment les cages d'escalier, pour parler des parties communes, ce sont les existantes qui vont être complètement rénovées, mais qui garderont un peu le cachet de l'ancien. Donc là, ici, sur le plan de rez-de-chaussée, voilà, on voit toute cette façade, donc côté avenue Jean Jaurès, avec donc deux commerces, deux petits commerces qui sont préservés. Mais ce sera d'autres activités que celles qui sont en place ce jour, et elles ne sont pas encore connues. Donc, on voit pour l'accès au bâtiment, donc on rentre dans le bâtiment A avec un premier sas dans lequel on accède aux boîtes aux lettres qu'on peut voir ici, ainsi qu'au local ordures ménagères. Après ce salle, donc il y a une porte. Sur ces deux portes, on a un accès voilà, avec Vigic et Visio. Pour accéder ensuite au hall A en tant que tel, enfin ce deuxième sas, où il y a l'ascenseur qui mène aux étages supérieurs, qui sera lui-même aussi badgé. Le hall A, donc pour accéder au logement aussi, voilà, on a la volée d'escalier qui est de ce côté-là. Et pour les personnes donc qui vivront dans le logement locatif social, elles passeront du coup ces deux portes aussi, mais accéderont au logement voilà, depuis la cour euh, qui leur permet voilà, qui dessert pardon, ces six logements locatifs sociaux. Cette cour, c'est une partie commune. Elle dessert aussi voilà, le locaux vélo qui sont pour le bâtiment B. Donc, on a deux locaux vélo distincts, comme vous pouvez le voir. Un loco vélo dédié au bâtiment A et un loco vélo dédié au bâtiment B, donc avec leurs accès propres. Euh, Comme je vous le disais, c'est une opération donc, qui comprend une pièce partagée qui est au R+1. Donc, comme vous le voyez ici, en fait, aujourd'hui, dans l'existant, on a deux volets d'escalier distincts. Donc, on a un bel escalier double hauteur qui mène au premier niveau. Et ensuite, on a cet escalier voilà, qui monte jusqu'au dernier. Sur ce palier, donc un peu atypique, on a aujourd'hui une pièce de 6 mètres carrés qui comprend une fenêtre voilà, classique. Donc, c'est une petite pièce voilà, qu'on propose de mettre à la pardon, comme une pièce partagée, donc dont la programmation exacte et l'aménagement seront à gérer par les copropriétaires eux-mêmes. Euh, donc cette pièce est mise à disposition et il s'agira ensuite voilà, de la gérer par la copropriété elle-même.
Ensuite, sur tous les étages que vous pouvez voir ici, donc on peut voir voilà, au premier étage, sur les premiers niveaux, on a des logements qui prennent vraiment l'ensemble du palier. Donc un T4 au R+1, un T5 pardon, au R+2 et R+3, et voilà, des T3 et T2 sur les deux derniers niveaux. Ce que montre cette image aussi, au-delà de la programmation, c'est qu'à partir du R+3, les vis-à-vis sont plus que limités, puisque le bâtiment qui est dans la cour, voilà, on est sur la toiture au R+3, et ensuite, donc, il n'y a pas de vis-à-vis sur les deux derniers niveaux. Et comme vous pouvez le voir si vous allez sur Google Maps, les bâtiments qui s'élèvent du coup plus haut sont plus loin. Donc il y a peu de vis-à-vis en tout cas de ce côté-là. Donc il y a une garantie de luminosité intéressante. Pour cette opération, donc les labels et certifications visées, donc comme je vous le disais, en fait, on est sur une réhabilitation lourde, donc qui est assimilée à du neuf. Euh, et donc, on vise des labels et des certifications. Ces labels et certifications sont vraiment des garanties qui permettent d'attester d'une haute qualité d'usage des logements et d'une haute performance environnementale du bâtiment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un niveau de qualité d'isolation, un niveau de qualité de confort phonique et thermique voilà, très important. Et donc, même si on est dans le cadre d'une réhabilitation, encore une fois, on vient vraiment augmenter les performances pour être à la pointe de ce qu'on peut faire en termes de rénovation. Donc, c'est pas dégradé par rapport à du neuf, on est sur les mêmes niveaux d'exigence. Sur les logements en eux-mêmes, rapidement, un petit point de clé de lecture du plan de vente. Voilà, pour vous montrer vous donner les clés de lecture, pardon. Sur le plan de vente, on a bien toutes les surfaces qui sont détaillées avec la typologie. On a aussi voilà, l'orientation qui est donnée. Donc, pardon, on a les surfaces avec les typologies, mais on a aussi sur le plan de vente lui-même des surfaces par pièce, donc qui donnent des indications précises sur le cumul, le détail des surfaces. Ensuite, on a l'orientation du bâtiment, du logement. Qu'est-ce que ça veut dire ici? On a le nord qui est indiqué. Donc, par déduction, vous pouvez déduire avoir les autres orientations. Donc, par exemple, ce logement, vu que le nord est par là, ça veut dire que ces fenêtres ici sont sud-ouest. Donc, n'hésitez pas même à toujours mettre le nord au nord en regardant le logement pour pas vous perdre. En tout cas, c'est ce que ce logo indique. Ensuite, sur l'accessibilité, vous pouvez voir aussi sur les plans des ronds. C'est des ronds de manœuvre qui indiquent pour une personne à mobilité réduite voilà, qu'elle peut manœuvrer, qu'elle peut tourner et donc qu'elle peut accéder aux pièces dans les différents logements. Donc tous ces détails-là, c'est des détails sur ce qui est accessible à une personne à mobilité réduite. Et en haut, il est indiqué si le logement est accessible, donc en item là-haut, là, en dessous du code logement, si le logement est accessible ou adaptable. Et enfin, sur le dimensionnement, donc vous pouvez voir sur les plans, on a les codes principales des logements, donc ici 5,38 par exemple pour la longueur de la pièce ou la largeur. Mais vous avez aussi une échelle en bas à droite. Qu'est-ce que c'est? Si vous imprimez le plan et que vous prenez une règle, si 1 centimètre, pardon, ce qui indique 1 égale 5 centimètres, par exemple, ça veut dire que sur le plan, tout ce qui mesure 5 centimètres fait 1 mètre. Donc voilà, par déduction, vous pouvez avoir tous les dimensionnements si pour vous les cotes ne sont pas suffisantes. Voilà pour l'accessibilité, un petit laïus. Donc voilà, ce qui est accessible selon la loi, c'est ce qui permet à un visiteur ou un occupant qui est en fauteuil de circuler et d'accéder à toutes les pièces avec une totale autonomie. Donc toutes les pièces, y compris les cabinets d'aisance, la douche, etc. Pour les logements adaptables, nous, tous les logements comprennent même s'ils sont adaptables, comprennent voilà, un accès garanti pour toutes les personnes à mobilité réduite. C'est ce qu'indique CERON PMR, même si le logement est adaptable et pas accessible. En revanche, voilà, s'il y a une baignoire ou ce genre d'éléments, le logement est adaptable, mais ça ne veut pas dire qu'il ne garantit pas des conditions d'accès dans toutes les pièces à vivre. Pour ça, il faut vraiment regarder sur chacun des logements ce qui est indiqué. Et enfin, il existe une troisième catégorie de logement, c'est le logement adapté.
Et là, c'est vraiment un logement qui répond à des besoins spécifiques d'une personne en situation de handicap. Et donc, ce sera des logements où les travaux nécessaires seront pris au cas par cas, si la personne est sélectionnée. Ensuite, voilà, pour faire un tour d'horizon sur les logements qui sont proposés donc à la vente, on a donc 2 T2 au 4e et 5e étage. C'est un T2 qui est mono-orienté côté cour. C'est un T2, donc voilà, on a un séjour cuisine avec une cuisine ouverte. On voit qu'il a il a l'avantage d'avoir voilà, beaucoup de fenêtres, belle orientation. Côté sud, ouest. Et une grande chambre de 13 mètres carrés. Ce logement, il est à 245 000 euros avec une redevance à 108 euros par mois environ. Pour les T3, c'est aussi des mono-orientés, mais côté avenue, sachant que voilà, l'avenue est très très large. Si peut-être vous êtes allé voir le trottoir est d'une largeur très importante. Donc il y a une mise à distance quand même par rapport à la voie de circulation. Néanmoins, il donne côté avenue. Et donc dans ce T3, on a un séjour cuisine avec une cuisine quand même qui est un peu indépendante, mais qui donne quand même sur le séjour une partie nuit bien identifiée, avec les 2 chambres et la salle de bain WC. À noter, voilà, vous pourrez voir sur ces plans, il y a des zones hachurées sur les plans de vente. C'est ce qui indique, je ne l'ai pas précisé, pardon, les hauteurs sous plafond. Donc il y a des faux plafonds à des endroits différents. Et donc le HSP, c'est la hauteur sous plafond. Et dans ce logement, par exemple, on est à 2,55 sur tout ce qui est donc dans le séjour et les chambres. Mais dans les pièces d'eau, je dirais, entre la cuisine, salle de bain, etc., et le couloir, on est à 2,40. Donc on a un faux plafond de 15 centimètres dans lequel passent les réseaux. Ces 2 logements, donc ces 2 T3, ils ont une surface différente, hein. Il y en a un de 60,6 et un de 62 mètres carrés. Donc ils ont 2 prix différents, 335 000 euros et 340 000 euros, et pour une redevance de 165 euros par mois. Ensuite, il y a le seul T4 donc, de l'opération qui donne au premier étage. Celui-ci, donc, il est traversant. Donc, il a 2 chambres côté avenue et une chambre côté cour. Il a un séjour cuisine qui est très intéressant puisqu'il est traversant lui-même, donc ce séjour cuisine, avec une cuisine qui est quand même séparable mais ouverte sur le séjour. Euh, et donc, il fait 84 mètres carrés, donc c'est un grand T4 avec des chambres très généreuses 2 chambres de 14 mètres carrés. Et donc celui-ci est en vente à 400 000 euros pour une redevance à 223 euros par mois. Enfin, le T5, les 2 T5 pardon, qui sont dans l'opération donc au 2e et 3e étage, qui font entre 98 et 102 mètres carrés. Donc il y a 4 mètres carrés de différence entre les deux, de prix différents, donc 480 000 et 490 000 euros. On est comme pour le T4, hein, exactement le même principe, un séjour cuisine traversant avec une cuisine séparable. Et ici, l'originalité, la particularité de ce logement, c'est vraiment d'avoir une volée de chambres avec la salle de bain WC côté avenue et une autre volée de chambres, donc avec 2 chambres qui donnent côté cour, donc de l'autre côté du séjour cuisine. Et effectivement, sur cette opération, il n'y a aucun espace extérieur, donc dans aucun logement, contrairement aux autres logements qu'on a en commercialisation actuellement. C'est une des particularités de cette opération, comme elle est intégrée dans le tissu parisien. Merci Laetitia. Du coup, on va conclure par un petit point sur le calendrier pardon, des candidatures, les modalités de candidature aussi et de financement. Sur cette opération. Je rappelle juste que vous ne pouvez pas poser vos questions à l'oral parce que j'ai revu des mains qui se sont levées tout à l'heure, mais donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Alors, donc la clôture de l'appel à candidature pardon, sur ce 42 avenue Jean Jaurès, c'est vendredi 14 novembre. Donc c'est la semaine prochaine. Voilà, donc il faut impérativement que vous ayez soumis votre candidature avant cette date.
On aura ensuite, donc nous, toute une phase, évidemment, d'étude de vos candidatures. On va y revenir ensuite sur le process. Et donc, une commission de sélection qui statuera en décembre 2025. Et des contrats de réservation qui seront signés. Alors, c'est indiqué janvier 2026, mais on va essayer plutôt de les signer d'ici la fin de l'année, en fait, en décembre 2025. Ce qui me permet de répondre à une question qui a été posée sur quels revenus sont pris en compte. On vous demande vos revenus à la fois 2023 et 2024. On vous demande les deux, car ceux qui seront pris en compte pour le contrôle d'éligibilité, ça dépendront de la date de signature des contrats de réservation. Voilà, mais l'objectif est bien avant fin 2025. Ensuite, une fois que ces contrats de réservation seront signés, vous aurez 3 mois pour trouver votre financement, donc un prêt, et pour une signature donc de l'acte authentique d'acquisition qui se fera plutôt au début du premier, enfin à la fin du premier semestre 2026, pardon, début du deuxième semestre, pardon, fin du premier trimestre et début du deuxième trimestre 2026. Un démarrage des travaux qui est prévu pour le début d'année 2026 avec une livraison prévisionnelle des logements, donc 2 ans plus tard, au T2 2028. Voilà pour le calendrier et sur le processus de candidature. Donc on le disait, hein, clôture des candidatures vendredi prochain à 14h. Vous ne pouvez candidater que sur un seul logement de l'opération. Il y avait également une question sur est-ce qu'on peut demander une pièce en plus. Donc oui, c'est possible. On va revenir un peu plus dans le détail ensuite sur la grille de cotation, mais si vous êtes 2 personnes et que vous demandez un T3, vous aurez quand même des points dans la grille de cotation. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Après, il faut juste savoir que sur une opération où il y a beaucoup de candidatures, ce qui est le cas, ce qui sera le cas, on peut déjà le savoir, de l'avenue Jean Jaurès, c'est certain que vous avez moins de chances d'avoir la pièce en plus s'il y a beaucoup de ménages qui sont positionnés et qui ont une parfaite adéquation avec le logement demandé. Voilà, donc nous, ce qu'on recommande, c'est que si vous voulez justement cette pièce en plus par rapport à votre composition familiale, il faut mieux se positionner sur des opérations avec beaucoup de logements, ce qui n'est pas le cas de l'avenue Jean Jaurès, qui a très peu de logements. Voilà, mais comme je le disais au début de cette réunion, il y a beaucoup d'opérations en cours de commercialisation qui sont de beaucoup plus grande taille que l'avenue Jean Jaurès, sur lesquelles vous pouvez vous positionner, notamment si vous souhaitez la pièce en plus. Et donc la question portait d'ailleurs aussi sur est-ce que dans l'histoire du BRS, on a déjà attribué des logements avec des pièces en plus? Oui, tout à fait, mais sur des plus grandes opérations. Voilà. Sur notre plateforme de candidature en ligne, vous allez aussi avoir une alerte qui se déclenche quand on a 10 candidatures soumises sur un logement et qui va vous signaler qu'il y a déjà au moins 10 candidatures qui ont été soumises. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une petite jauge, mais sachant que on vous signale pas les candidatures qui sont ouvertes. Donc évidemment, ça vous donne pas voilà, tout à fait la vision de ce qui se passe sur chaque logement, parce que c'est que quand elles sont effectivement soumises. Enfin, point important, on vous demande au stade de la candidature de fournir une simulation financière. C'est pas obligatoire à ce stade-là. En revanche, si vous arrivez jusqu'au stade d'après, qui est la commission de sélection, ça deviendra obligatoire. Et si vous la fournissez au moment, donc à cette première étape de soumission de la candidature, vous aurez un bonus dans la cotation de 5%. Voilà. Donc on vous incite très fortement du coup à réaliser cette simulation financière dès cette phase de candidature. Sur le process donc en lui-même, donc là, on est dans la phase appel à candidature. Donc ça se passe en ligne, hein, sur notre plateforme de candidature qui est dédiée. Il y a 2 filtres, voilà, si je puis dire, qui sont éliminatoires pour les candidatures. D'abord, donc c'est les plafonds de ressources, hein, on en a parlé. Évidemment, le BRS est un dispositif accessible sous plafond de ressources, donc il faut être éligible. Et la deuxième chose, c'est le taux d'effort. Donc le taux d'effort, c'est vos mensualités d'emprunt pour pouvoir acheter le logement rapporté à vos revenus. Et en fait, c'est ce que regardent les banques pour juger si vous pouvez avoir un prêt ou non. Si vous avez un taux d'effort qui est supérieur à 37%, votre candidature ne sera pas retenue puisque, a priori, aucune banque ne vous suivra à l'heure actuelle.
Voilà, donc ça, c'est important à savoir. En revanche, tout le reste des critères qui sont appliqués par notre système de cotation et qui nous permettent de, hiérarchiser les dossiers quand il y a plusieurs candidatures par logement, ce qui sera le cas pour, chaque logement de l'avenue Jean Jaurès. Ces critères ne sont pas éliminatoires, c'est juste des critères qui, donnent des points et nous permettent de hiérarchiser les candidatures, mais rien n'est éliminatoire. C'est quand même très important de bien avoir ça, en tête. Ensuite, une fois que donc l'appel à candidature sera clos, on entrera dans une phase d'instruction des dossiers par un prestataire de la foncière de la ville de Paris, sachant que donc ce prestataire pourra vous contacter, par notre service de messagerie en ligne dédié dont j'ai parlé au début de cette présentation, hein. Quand vous êtes sur notre plateforme de candidature, vous pouvez poser toutes vos questions via, un système de messagerie. Et les instructeurs des candidatures peuvent également vous contacter par ce système de messagerie pour vous demander de compléter, votre dossier le cas échéant, donc soyez bien vigilants à la réception des emails. Voilà, et enfin la phase, finale, du processus de candidature, c'est une commission de sélection. Donc c'est une commission qui est composée, notamment d'élus de la ville de Paris. C'est une commission qui est transpartisane, hein, donc il y a des élus de tous bords. Il y a également ce qu'on appelle des personnalités qualifiées, donc notamment nos partenaires financiers, donc voilà, pour, étayer les jugements sur, la possibilité ou non pour un ménage, d'acquérir, un logement, et puis, le bailleur social aussi qui est maître d'ouvrage de l'opération, donc en l'occurrence c'est Paris Habitat, est représenté au sein de la commission de sélection. À cette commission, on présente les 5 dossiers qui ont obtenu la meilleure note, pour chaque, logement, et la commission les classe de 1 à 5. Donc soit vous pouvez être directement retenu sur le logement, soit vous pouvez aussi être sur liste d'attente, et il arrive fréquemment que l'on appelle les personnes sur liste d'attente, voilà. Voilà pour le processus de sélection. Sur la grille de cotation, brièvement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Elle est accessible, sur notre site internet ainsi que sur la plateforme de candidature, donc vous pouvez y avoir, accès, à tout moment. Donc comme je vous le disais, c'est une grille de cotation qui permet de hiérarchiser les dossiers. Tous les critères qui sont là donc, ne sont pas éliminatoires. Il y a 12 critères qui répondent à des grandes catégories, on va dire, voilà, de thématiques. D'abord, votre situation, dans votre logement actuel. Est-ce que vous êtes en situation de suroccupation? Est-ce que vous avez un taux d'effort dans votre logement qui est très élevé, et cetera? Est-ce que vous êtes, habitant du parc social ou non? Ensuite, il y a toute une autre grande série de critères qui, considèrent votre, situation, dans le logement en BRS sur lequel vous postulez. Donc est-ce que vous demandez un logement qui est adapté à vos besoins? Sachant que, comme je le disais, le fait de demander une pièce en plus donne aussi des points, hein, puisque l'idée, c'est bien, de pouvoir vous projeter sur le long terme, dans, le logement. Mais voilà, l'idée par contre, c'est que, vous pouvez pas demander 3 pièces en plus. Enfin, vous pouvez, mais vous n'aurez évidemment, aucun point, dans la cotation. On va aussi regarder évidemment le taux d'effort, projeté dans votre logement demandé en BRS, et cetera. Il y a une autre, série de critères qui va concerner le lien avec Paris. Est-ce que vous habitez déjà Paris? Est-ce que vous travaillez, à Paris? Qui va donner, des points dans l'idée évidemment de permettre aussi de rapprocher, le domicile du travail, et puis une autre grande série de critères, qui va concerner, votre situation patrimoniale. Est-ce que vous êtes primo-accédant? Est-ce que vous détenez un bien par ailleurs, et cetera? Sachant que j'ai rappelé tout à l'heure, en introduction aussi, que le fait de disposer d'un bien adapté à ses besoins déjà, pour le coup ne permet pas de postuler en BRS. Donc si vous êtes, je sais pas, 4 personnes et que vous êtes déjà propriétaire d'un T4 à Paris, vous pouvez pas, postuler en BRS à Paris, voilà. Voilà pour ces critères, et puis il y a également, des points, pour, si vous êtes handicapé, dans la mesure où, comme Laetitia le rappelait, à l'instant, nos logements, sont, pour la plupart, accessibles et adaptables. Voilà pour cette grille de cotation. Ensuite, pardon, pour la plateforme de il y a un micro là. La plateforme de candidature, en ligne, donc vous allez trouver toutes les informations dont vous avez besoin pour postuler a priori, et aussi sur les logements disponibles. Donc notamment, vous avez les plans de l'immeuble, les plans de chaque logement aussi qui sont disponibles, la synthèse, de la notice descriptive, donc c'est-à-dire les caractéristiques des logements que Laetitia vous a, présentés sont disponibles dans cette notice, descriptive, et puis vous avez aussi le règlement d'appel à candidature, la grille de cotation que je viens de vous présenter, un petit film explicatif pour vous aider donc à remplir notre formulaire, hein. Donc si vous le regardez, ça vous expliquera étape par étape comment procéder, et puis, des questions-réponses.
Hem, voilà, bon, très très brièvement, hein, sur cette plateforme de candidature, vous créez un compte en ligne. Vous commencez à remplir, votre candidature et vous pouvez y revenir autant de fois que vous le voulez, hein. Vous enregistrez ce que vous remplissez et puis vous pouvez, reprendre un autre jour si besoin. Et donc vous devez répondre à différentes, questions qui permettent notamment à la grille de cotation de s'appliquer. Donc, on va vous demander des informations, bah, sur, les acheteurs, les personnes à charge, donc en général les enfants, mais aussi parfois les parents, les ressources et les charges de toutes les personnes destinées à occuper le logement, la situation dans votre logement actuel, donc on va demander quelques informations sur comment vous êtes logé aujourd'hui, la simulation financière, donc soit vous en avez une réalisée par un établissement financier, donc c'est ce qu'on recommande comme je le disais, soit vous devez de toute manière remplir des informations pour expliquer comment vous allez financer le bien. Et enfin, dans le dernier onglet, vous pourrez charger toutes les pièces justificatives demandées d'un seul coup sur un seul onglet. Et donc, comme je le disais, il y a un service de messagerie pour répondre à toutes vos questions. Enfin, comme je le disais, on vous demande une simulation financière et nous, dans ce cadre, on a, conclu un certain nombre de partenariats avec des établissements financiers, qui financent le bail réel solidaire à Paris. Donc ça, c'est très important parce que toutes les banques ne financent pas le bail réel solidaire. Si vous allez voir la Société Générale ou BNP Paribas, a priori, ils ne financeront pas le bail réel solidaire et s'ils vous le disent qu'ils le font, c'est sûrement parce ils se trompent et ils ont pas bien compris et notamment vous risquez d'avoir des simulations financières, qui ne prennent pas en compte, par exemple, la redevance foncière à acquitter. Donc ça, c'est un problème ensuite pour l'instruction de votre dossier. Donc de notre côté, nous avons des partenariats avec un certain nombre, d'établissements. Donc si vous êtes, déjà client de ces établissements, vous pouvez leur demander une simulation financière au stade de candidature. Donc il s'agit de la Banque Postale, la Caisse d'épargne Île-de-France, le Crédit Agricole Île-de-France, le Crédit Mutuel Île-de-France et le Crédit Coopératif Île-de-France. Ça, c'est donc les partenaires bancaires. Donc soit vous êtes déjà, client et vous pouvez demander une simulation financière dès la phase candidature, soit si vous n'êtes pas déjà client, a priori, voudront pas réaliser une simulation financière à cette phase-là, mais vous pouvez aller voir nos autres partenaires que sont le Crédit social des fonctionnaires, qui ne s'adresse pas qu'aux fonctionnaires, mais bien à tout le monde, je précise, et Action Logement Service, Île-de-France, qui pourront, réaliser des simulations financières, pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment important de bien noter, ces contacts-là. Voilà, il faut savoir que le Crédit social des fonctionnaires peut réaliser des simulations, financières pour tout le monde, y compris des non-fonctionnaires, mais pour les fonctionnaires, ils peuvent aussi distribuer des prêts bonifiés mis en place par votre administration de rattachement, si, il y a bien des prêts, qui sont mis en place. Voilà, et Action Logement Service a aussi des prêts bonifiés, pour, les entreprises du secteur privé. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de cette, présentation. On va pouvoir, répondre aux questions que vous avez posées, dans le chat. Je vais peut-être passer la parole à Sidonie pour, voilà, Mmh. prendre ces OK. questions. Oui, 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 alors énormément de questions. On va tout d'abord commencer par les questions vraiment, techniques et relatives au projet, Jaurès, puisque c'est l'objet premier de ce webinaire et si on a du temps ensuite, on reviendra sur les questions plus générales, relatives, au BRS. Alors il y a plusieurs questions qui participent finalement, des mêmes interrogations, en ce qui concerne la nature des travaux que l'on peut faire dans son logement, que ce soit avant l'acquisition ou, après l'acquisition. Donc est-ce que, par exemple, je peux, changer le sol une fois que j'ai acheté mon logement? Ou est-ce que je peux installer du parquet, avant même, l'entrée dans les lieux? Donc tout ça, relève des travaux modificatifs, acquéreurs. Laetitia, je vais te passer la parole. On me pose la question aussi de: peut-on choisir entre une douche et une baignoire, des cloisons pleines ou des cloisons, fenêtres? Je pense que c'est un point, important à aborder. Alors sur les travaux modificatifs, donc sur ce qui concerne les sols, oui, vous pouvez, ensuite nous on ne réalise pas de travaux modificatifs. Donc c'est dans tous les cas des éléments qui sont, postérieurs à la livraison et à votre charge. Ça, c'est un point. Et ensuite, effectivement, sur ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez, une fois que vous avez pris en possession les lieux, oui, il est possible de poser du parquet, mais ce sera donc après voilà, bien mettre en, comment dire, enfin, c'est tous les travaux que ça implique, donc du coup, en rapport avec les hauteurs de porte, etc. Donc selon ce que vous choisirez, enfin voilà, il faudra regarder les caractéristiques du logement existant, mais nous, on ne pourra pas le faire en amont.
Et ensuite, la seconde question, c'est de toute façon sur tous les travaux de modification de cloison ou autres. C'est aussi des travaux que vous pouvez faire, mais il faut nous le notifier. Surtout, il faut à la fin restituer quand même le logement dans son état initial en termes de typologie. Très bien, merci. Alors après, plusieurs questions vraiment propres au programme. Est-ce qu'on sait déjà quels commerces seront implantés au rez-de-chaussée de l'immeuble, des commerces de bouche ou autres, par exemple? Alors aujourd'hui, on ne sait pas encore. C'est géré par ce qu'on appelle le GIE commerce de la ville. Donc ce sera plus tardif puisqu'on ne peut pas encore trouver les futurs preneurs. Ce sera quand même des commerces qui appartiendront à Paris Habitat. Et en revanche, ce qu'on peut garantir, c'est que ce ne sera pas les mêmes activités que celles qui sont aujourd'hui présentes. Très bien. En ce qui concerne les caractéristiques du bâtiment, donc est-ce qu'on sait à peu près dire de quelle époque il date, même s'il va faire l'objet d'une réhabilitation lourde, comme tu l'as dit? Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on sait dire aussi sur l'isolation sonore, notamment pour les logements qui donnent sur la façade rue? Et est-ce qu'il y aura d'ailleurs des volets aux fenêtres? Alors oui, donc comme indiqué, il y aura bien, enfin toutes les labels qu'on vise, les certifications donc garantissent enfin sont en cohérence avec l'environnement sonore aussi extérieur. Donc on garantit un niveau de confort phonique à l'intérieur du logement. Donc ça prend encore forcément ce qui se passe dehors avec les avoisinants. Donc oui, il y a une qualité d'usage qui est prise en compte et dont les certifications qu'on vise attestent. Ensuite, l'autre question, c'est sur l'époque du bâtiment. Donc, l'époque du bâtiment, on est sur plutôt un bâtiment du 19e, sauf erreur de ma part. Donc, c'est un bâtiment classique parisien, faubourien, avec des murs en pan de bois, comme j'ai pu vous le dire, et de l'enduit classique. Et ensuite, sur les occultations, donc comme je le disais, c'est des volets bois donc, qui sont neufs, qui vont être posés côté avenue Jean Jaurès, des volets bois qui seront peints. Et côté cour, ce sera des stores qui tiennent sur des câbles, donc qui serviront d'occultation. Excuse-moi, Laetitia, on repose la question de peut-on changer une douche pour une baignoire et vice-versa? Alors, oui, techniquement, si on parle, nous, on ne le fera pas encore une fois, mais le seul cas où on peut le faire, attendez, je reprends dans le bon sens. Le seul cas où on peut le faire, c'est que si vous êtes une personne en situation de handicap qui se positionne sur un logement qui comprend une baignoire, tous les logements peuvent être rendus accessibles au sens strict de la loi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est capable d'intégrer une douche sans ressaut. Donc, nous, techniquement, le bâtiment tel qu'il est présenté aujourd'hui, enfin tel qu'il sera livré, pourra intégrer des baignoires sans ressaut dans tous les logements. Donc, en soi, oui, ceux qui souhaitent faire, donc, soit la personne est en situation de handicap, et donc auquel cas, là, il y aura une discussion particulière, puisque on rentre dans le cadre d'une mise en accessibilité du logement. Et donc, ça, on pourra le faire pour la livraison, normalement. Et ensuite, soit c'est une volonté d'une personne qui n'est pas en situation de handicap, et donc qui ne présente pas de besoin particulier, et là, auquel cas, ce sera à la charge des personnes de le faire. En tout cas, techniquement, c'est possible. Très bien. En ce qui concerne toujours le bâtiment, là encore, donc il y a une cour intérieure entre les 2 bâtiments A et B. Sera-t-elle accessible, d'une part? Et est-ce qu'on sait dire à peu près d'ailleurs quelle est la distance entre les 2 bâtiments? Accessible, oui, elle est accessible. Après, la distance entre les deux bâtiments, je pourrais vous le préciser, là, je vais vous dire une bêtise, mais en tout cas, elle est supérieure à 6 mètres. Euh, pardon, et du coup, accessible, oui, elle est accessible à tous. Après, en termes d'usage, elle est très petite. Je ne sais pas si elle est cote sur le plan de rez-de-chaussée, mais c'est une petite cour, hein. Il n'y a pas de, on pourra, enfin bref, l'usage est très limité. OK. Et donc tu évoquais aussi le fait qu'il y avait une pompe à chaleur. Est-ce que c'est un système qui permet de refroidir l'été ou pas? Alors, il ne me semble pas. Non, ça chauffe, mais c'est pas une ventilation.
Du coup, tant qu'on est là-dessus, j'en profite, il y a une autre question sur les emplacements des chauffe-eau et de la chaudière dans les logements. Alors, sur les plans pour moi, c'est en fait la pompe à chaleur. Il n'y a pas de chauffe-eau ou chaudière dans les logements. Il y a des radiateurs qui sont chauffés grâce à en revanche une chaudière, enfin ce qu'on appelle la PAC, la pompe à chaleur. Elle est localisée sur le toit et il y a des locaux techniques pardon, en sous-sol. Donc, en soi, dans les logements, vous n'avez pas de dispositif autre que les radiateurs classiques. Il n'y a pas de ballon en tant que tel ou ce genre de choses. Très bien, merci. Et en ce qui concerne les plans des logements, j'ai deux questions, Laetitia. Mais la première, je pense que tu y as répondu. Mais donc, quelle est l'orientation des T2? Donc, comme ce sont des logements qui sont mono-orientés, c'est la première. Je te laisse répondre peut-être. Je peux remettre le plan de principe, mais effectivement, c'est le T2 qui sont orientés sud-ouest. Donc, comme on peut le voir, pardon, j'y viens. Toc. Donc là, ces fenêtres donc, sont orientées de ce côté-là. Donc, comme le nord est par là, ben, on est à l'opposé, donc on est au sud-ouest. Très bien. Et la deuxième aussi porte sur les différences de surface entre les T3, qu'ils soient situés soit au quatrième, soit au cinquième étage. Apparemment, il y a une différence de surface puisqu'ils ne sont pas identiques. Et est-ce que c'est lié notamment au positionnement ou à la profondeur des fenêtres? En fait, c'est pas du tout. On est dans une réhabilitation lourde, donc en fait, on a de l'existant qui prend la place qu'il prend, entre guillemets. Donc, c'est vraiment pour des raisons techniques que cette différence existe. Donc, par rapport à l'épaisseur des murs existants ou les éléments techniques qu'on met en place, des gaines qui sont un peu plus grosses ou autres. Mais donc, voilà, on va dire que c'est des différences subtiles qui sont liées. Voilà. Mais c'est pas lié à l'épaisseur de la fenêtre en tant que telle, c'est les mêmes fenêtres. Et j'ai deux autres petites questions sur le programme. Est-ce que les meubles cuisine et de la salle de bain seront livrés avec le programme? Et deuxièmement, dans quel état sont les caves? Alors, sur Pardon, qu'est-ce qui est livré? Donc, ce qui est livré, c'est donc pour les salles de bain, tout ce qui est en dur, je dirais. Donc, c'est un meuble évier, enfin lavabo, pardon. On a la baignoire et les WC, bien évidemment. Le lave-linge, etc., de l'électroménager n'est bien évidemment pas fourni. Et ensuite, dans la cuisine, c'est vraiment uniquement donc, le meuble évier. D'ailleurs, ce que représente le plan, hein, tout ce qui est en pointillé, c'est des suggestions d'aménagement, ce n'est pas livré. Donc, on peut le voir, voilà, sur les éléments de cuisine, il y a des éléments en pointillé. Et ce qui est en trait continu, c'est ce qui est livré. Donc, c'est un meuble évier uniquement pour la cuisine. Pas de plan de travail et autres. Et pardon, pour les caves, alors là, c'est une très bonne question. Donc, effectivement, il y a deux logements qui ont une cave attribuée. Les caves, donc, on est sur un bâtiment existant et ancien. Donc, on a des caves qui sont voûtées, donc avec des différences de hauteur qui sont un peu complexes à représenter. Donc, on sait que c'est des caves voûtées, qu'on peut quand même pénétrer à l'intérieur et qu'elles sont saines. Voilà. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais j'espère. Alors, il y avait également une question qui portait sur est-ce que les frais de copropriété sont partagés avec Paris Habitat? Donc, ce qu'il faut voir, c'est que il y aura en effet une copropriété partagée avec Paris Habitat, parce il y a des points de recoupement, si je puis dire, entre les deux bâtiments, notamment les locaux communs. Mais au maximum, on fait en sorte que ce soit séparé. Donc, c'est-à-dire, on crée ce qu'on appelle des parties communes spéciales, donc qui sont réservées à tel ou tel bâtiment. Donc, typiquement, dans votre bâtiment, vous aurez des parties communes spéciales qui sont vraiment que pour vous, avec que voilà, de votre. C'est vous qui serez que dans ce bâtiment-là et qui déciderez des opérations à faire ou pas pour ce bâtiment-là. Donc oui, il y aura une partie partagée avec Paris Habitat et une partie qui vous sera spécifique. Très bien. Je pense qu'on a bien synthétisé l'ensemble des questions, on va dire, propres à l'opération. Je vois qu'il nous reste 5 minutes. Peut-être qu'on peut aborder quelques grandes questions récurrentes sur le dispositif du BRS pour essayer de synthétiser vos questions. Mais une fois de plus, comme le disait Sophie en introduction,
On organise un webinaire la semaine prochaine dédié au BRS, donc on va revenir plus en détail sur les dispositifs. Mais en synthèse, il y a deux grandes questions clés qui reviennent, celle de la revente de mon logement en BRS et puis aussi celle relative à la redevance foncière mensuelle qui est un des aspects aussi spécifiques du BRS. Donc sur la revente, de la même façon que là, nous, la foncière de la ville de Paris met en vente les logements en BRS et procède à un processus de sélection avec le système de cotation qui vous a été rapidement exposé. La foncière de la ville de Paris organisera également la revente des logements avec vous. Donc, il faut vraiment que vous soyez tranquillisés à ce sujet. Effectivement, c'est encore un dispositif nouveau, mais néanmoins, la foncière est là pour vous accompagner à la revente, pour vous aider voilà, à fixer le bon prix et à trouver aussi des acquéreurs qui répondront de la même façon aux critères de la cotation, puisque l'enjeu, c'est bien qu'on crée un parc de logements d'accession sociale à la propriété qui soit durablement accessible pour des classes modestes et moyennes qui n'arrivent pas aujourd'hui à se loger à Paris. Donc, on a vraiment à cœur de vous accompagner dans la revente et on a aussi cette vigilance, j'ai envie de dire, politique, publique, d'assurer que les logements soient perpétuellement destinés à des ménages qui en ont le plus besoin. Donc, on est là à la revente. En ce qui concerne la redevance foncière mensuelle, qui est donc le pendant du dispositif, donc c'est une redevance qui est fixée à 2,65 € par mètre carré de surface de votre logement, qui est indexée sur l'indice de révision des loyers, un IRL, qui est l'indice le plus plat possible que l'on ait pu choisir et qui, somme toute, n'est donc pas dynamique. Donc certes, cette redevance va augmenter, mais de façon très, très, très minime d'année en année et ne devrait pas constituer un risque financier énorme. Et cette redevance, elle est bien différente des charges de copropriété que vous devrez aussi ensuite payer comme n'importe quel autre copropriétaire. Donc il y a bien, tout ça, on va dire, à prendre en compte justement dans votre plan de financement et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous demande lors de votre candidature de faire établir une simulation financière pour que vous disposiez pleinement de la vision, financière de ce qu'est, acquérir un logement, et devenir, copropriétaire, notamment en BRS. En ce qui concerne le montant des charges de copropriété, il est difficile de les estimer aujourd'hui puisque les immeubles, ne sont pas encore, rénovés, ou livrés, mais grosso modo, on peut dire que le montant avoisine les 3 €, 3,50 € par mètre carré par mois de votre logement, là encore. Sur la plateforme, vous trouverez la plateforme de candidature, vous trouverez donc les prix des logements. Vous trouverez aussi pour chacun des logements les frais d'acquisition qui y sont associés. Comme n'importe quel propriétaire, vous serez redevable de la taxe foncière également. Alors, difficile de vous donner des montants à l'euro près par typologie, mais grosso modo, aujourd'hui, elle avoisine les 13 € par mètre carré à Paris aujourd'hui. Voilà, comme ce sont des opérations, soit, de réhabilitation lourde comme le projet Jaurès qu'on vous présente aujourd'hui, soit de construction neuve, elles sont toutes éligibles au prêt à taux zéro. Donc l'opération de Jaurès est bien assimilée à du neuf et vous pourrez, souscrire un prêt à taux zéro dans le cadre de votre plan de financement. Voilà ce que je pouvais dire, je regarde mes notes, pardon. Donc on est revenu aussi sur le fait que le BRS, c'était donc, acheter un logement pour en faire sa résidence, principale. Donc en cas de mobilité professionnelle ou autre, bah, du coup, vous êtes obligé de revendre votre logement. Donc, comme je le disais, on vous accompagne pour ce faire et vous récupérez donc la valeur de votre bien comme n'importe quel propriétaire. En cas d'accident de la vie, le logement peut être également transmis que ce soit à votre conjoint survivant ou sinon à vos enfants, le cas échéant, à condition que, bien sûr, la personne en fasse elle-même sa résidence principale. Voilà et en ce qui concerne la cotation, comme l'indiquait Sophie, c'est
différents critères qui nous permettent de hiérarchiser les demandes. Personne ne remplit l'ensemble des critères. Il faut se tranquilliser là-dessus. Et l'objectif n'est pas forcément d'avoir le plus de points possible, puisqu'en fait, ce sera juste un point, entre guillemets, de comparaison entre différentes demandes sur un même logement. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces critères. Au moment de la soumission de votre dossier, vous aurez, on va dire, une note de cotation prévisionnelle déclarative qui est faite automatiquement par notre formulaire en ligne. Ensuite, au moment de l'instruction des dossiers, puisqu'on a vraiment une équipe dédiée à l'instruction des dossiers, votre cotation pourra évoluer à la hausse ou à la baisse selon si des modifications sont apportées suite à des éléments qui auraient été mal ou bien saisis, ou si on obtient plus d'éléments complémentaires. Les instructeurs pourront revenir vers vous durant cette phase d'ailleurs par le biais de notre messagerie, et donc la cotation finale sera fixée à l'issue de la phase d'instruction. Voilà, donc difficile de vous donner véritablement l'ensemble des critères et de vos points critères après critères, mais une fois la commission de sélection passée, vous pourrez, dans le cadre de la messagerie, là encore, qui restera ouverte pendant 1 mois durant, demander plus de détails sur votre note, le cas échéant, sachant que votre note est unique pour chaque demande, puisqu'elle porte sur un logement avec un prix précis, et que donc, si vous ouvrez un dossier sur l'opération Jaurès, mais que vous postulez par ailleurs sur une autre opération, votre note de cotation, de fait, évoluera, puisque ce ne sera notamment pas, par exemple, le même plan de financement, qui est un des axes de notation dans notre grille. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être, je vais répondre du coup brièvement à toutes les dernières questions qui ont été posées et puis on pourra conclure, ce webinaire. Alors je les prends un peu en vrac, du coup, désolée, je les ai pas vraiment ordonnancées. Donc il y avait une question sur est-ce que, on est pénalisé si on doit abandonner l'opération parce que finalement on n'a pas son crédit et qu'on repostule sur une autre opération? Donc, non, vous ne serez pas pénalisé, on reconsidérera votre candidature. Alors évidemment, si vous candidatez sur un logement dans une autre opération, qui est à peu près au même prix et que votre situation financière n'a pas évolué, bah, on ne retiendra pas votre candidature sur le nouveau logement où vous postulez. En revanche, si vous postulez par exemple sur un logement moins cher, qui vous correspond mieux entre guillemets, bien sûr, on considérera votre candidature. Ensuite, une question sur, j'ai des revenus, fluctuants, et est-ce que je peux fournir du coup les revenus des précédentes années? Enfin, en fait, la question est pas tellement celle-là. En fait, c'est est-ce que vous pourrez avoir un prêt auprès d'une banque pour financer, l'opération d'achat en bail réel solidaire? En fait, nous, c'est simplement ça qu'on demande entre guillemets, c'est que vous puissiez financer l'opération et qu'une banque vous suive, mais on va pas vous pénaliser parce que vous avez des revenus, fluctuants. Enfin, et c'est pas nous qui faisons ce travail, c'est vraiment la banque qui va dire, «Vous avez des revenus fluctuants, mais on vous suit et on vous finance, quand même». Voilà, donc c'est vraiment avec la banque qu'il faut voir ce genre de questions. Et il y avait également une question, sur les banques et sur est-ce que c'est grave si on a une simulation financière qui n'est pas spécifique au BRS? Alors oui, il faut une simulation financière spécifique au BRS, notamment parce qu'il faut que votre simulation financière prenne en compte la redevance foncière, parce que ça, c'est important, parce que c'est, comme le disait Sidonie, une charge vraiment à prendre en compte, en plus des classiques charges de copropriété. Donc oui, il faut vraiment que ce soit pris en compte, sinon de toute manière, on vous le demandera en fait, on vous demandera de le refaire. Euh, Sur les charges de copropriété, donc Sidonie indiquait, hein, ça tourne en général autour de 3 € du mètre carré dans les immeubles qu'on commercialise en bail réel solidaire. Donc c'est un niveau de charge qui est plus faible que la moyenne, on va dire, des immeubles parisiens qui va plutôt tourner autour de 5 € du mètre carré. Quand j'ai 3 € du mètre carré, c'est vraiment toute charge comprise, donc y compris donc sur votre chauffage, hein, ça comprend vraiment tout. La seule chose que ça comprend pas, c'est l'électricité pour je sais pas, la lumière. Voilà, et donc on a des copropriétés qui sont quand même très performantes donc sur le plan de la consommation énergétique. Et donc là, typiquement, c'est une pompe à chaleur ce qui normalement voilà, permet d'avoir des charges bien plus faibles que sur d'autres modes de chauffage. Sur les autres questions, il y avait est-ce qu'on peut postuler sur 2 opérations en même temps? Oui, vous pouvez tout à fait postuler sur Jaurès et sur Chapelle-Charbon en même temps. Voilà, si vous êtes retenu sur une opération, on vous retiendra pas sur l'autre en revanche, c'est logique. Est-ce qu'il y a des frais de notaire? Oui, il y a des frais de notaire. C'est indiqué sur notre plateforme de candidature, vous avez les frais de notaire qui sont indiqués, donc vous allez bien les voir pour chaque logement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des frais de notaire réduits
sur nos opérations en bail réel solidaire. Donc, vous ne payez pas du tout les frais de notaire classiques qu'on peut avoir quand on achète un logement dans le libre, si je puis dire. Voilà, enfin, une autre, enfin, deux dernières questions que j'avais notées. Est-ce qu'il y a un abattement sur la taxe foncière? Non, la ville de Paris ne pratique pas d'abattement sur la taxe foncière pour le bail réel solidaire. Et la plupart des collectivités ne le font pas, même si, comme vous le mentionnez, certaines peuvent l'avoir mis en œuvre. Et comment vous faites le tri entre des candidatures qui auraient obtenu le même nombre de points à la cotation et qui seraient ex aequo? En fait, de toute manière, bon, déjà, c'est assez rare, mais si c'était le cas et qu'elles étaient dans les 5 premières candidatures, on les soumet de toute manière à la commission de sélection qui, in fine, elle, classe les candidatures de 1 à 5, voilà, comme je vous le disais. Donc c'est la commission de sélection qui, de toute manière, départage, voilà. Voilà pour en gros, les questions. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui avait été demandé. Donc voilà, on va se quitter, mais si vous souhaitez avoir, voilà, plus d'informations encore, sur le bail réel solidaire, comme on vous le disait, il y a un webinaire jeudi prochain, à l'heure du déjeuner également, que vous pourrez suivre, et le webinaire d'aujourd'hui, sera disponible, de toute manière en ligne, donc vous pouvez le réécouter, comme tous nos webinaires. Voilà, et bien, bonne journée, à tous.